Bonjour, aujourd'hui on va parler du Nikon D500. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, on parle de tout ça juste après l'intro. Alors j'espère que vous n'avez pas raté ma précédente vidéo sur la photo animalière, sur les objectifs et aussi celle sur les boîtiers pour la photo animalière, parce que j'ai parlé de ce Nikon D500 qui est une petite légende et du coup, aujourd'hui on va ne parler que de ce D500, on va approfondir un petit peu le sujet, et on va voir en quoi il peut être intéressant comme boîtier d'occasion. Alors le Nikon D500, on va peut-être reprendre un petit peu l'historique. À l'époque, Nikon était resté plusieurs années sans mettre à jour son boîtier semi-pro APS-C, en l'occurrence le D300 et le D300S, puisque les deux se sont succédés. Et puis il s'est passé un certain nombre d'années avant que la marque repropose un modèle dans cette gamme-là. Ce qui fait qu'on a été très nombreux à imaginer que la marque avait l'intention de ne faire plus que du plein format dans cette gamme et que c'était la fin, la mort un peu du plein format. Et là, Nikon sort le D500, en sautant une génération, en zappant le D400, qui était en fait le rêve de tous les passionnés d'APS-C. Ils sortent le D500 et ils font un coup de tabac, puisqu'on a dit pendant longtemps que c'était un mini D5, donc le D5 c'est le boîtier monobloc, le phare le boîtier phare de la gamme. Boîtier qui évidemment est surperformant si on peut dire, et ce qu'on disait à l'époque c'est que ce petit D500 était tout simplement un concentré en version APS-C du D5. Qu'est-ce qu'il a dans la boîte ce D500? C'est évidemment un boîtier semi-pro. Vous voyez avec sa construction traditionnelle de semi-pro, c'est une construction assez solide avec un châssis magnésium comme le sont tous les boîtiers dans cette gamme-là. C'est un boîtier APS-C évidemment, l'intérêt, puisqu'on va voir tous les intérêts que ça peut avoir d'avoir un boîtier APS-C dans cette gamme-là. C'est un 20 millions de pixels comme son frère le D5, puisqu'on va beaucoup en parler, on va beaucoup les comparer tous les deux. Un 20 millions de pixels, ce qui est intéressant, ça donne des franges pour travailler, ça c'est vachement bien. Il était positionné dans la gamme semi-pro, on va voir que ça peut se discuter étant donné de ce qu'il est capable de faire. Et puis, il avait une montée en ISO, il allait de 100 à 51 200 en natif, parce qu'on pouvait le pousser plus loin, mais ça, c'est pas forcément judicieux. Donc 100 à 51 200, c'est quand même assez considérable. Son frère le D5, lui, il allait jusqu'à 102 000, c'est encore plus considérable. Et dans les faits, on a rarement besoin de monter dans les tours de cette façon-là. Et puis il avait une dynamique de en gros 13, presque 14 IL, là où le D5 avait un petit peu moins, malgré que ce soit un plein format. Le D500 est un boîtier qu'on pouvait assez facilement exploiter, 3200, 6400 ISO, en gros c'était sa fourchette où il restait bien. Alors ça, évidemment, la notion de bruit dans l'image aux ISO, c'est assez subjectif, Il y a le ressenti de chacun, d'une part. Il y a le type de travaux qu'on fait qui va influer sur le ressenti qu'on a. Et puis, il y a le logiciel de traitement que vous utilisez. C'est évident que si vous utilisez la dernière version de DxO, par exemple, la gestion du bruit est telle que, ma foi, il y a des choses qui deviennent plus tolérables. Donc, ce que je dis là sur la limite de l'ISO à utiliser ou à ne pas utiliser, elle est extrêmement relative. Mais cela étant, voilà, on a un joli bébé qui est capable de monter très très haut dans les ISO quand même, parce que 3002, 6004, ça commence à donner beaucoup de possibilités, surtout si vous avez de l'optique un petit peu lumineuse. Il avait un système d'autofocus qui, en fait, était tout simplement le même que celui de son frère le D5, ce qui veut dire que, en fait, on peut en entendre la même chose, c'est-à-dire que -4 plus 20 IL en termes de détection, c'est la même chose qu'un D5. Pour rien vous cacher, lors de la séance d'essai avec, moi j'ai eu les mêmes sensations qu'avec le D5 que j'avais à l'époque, en termes d'autofocus. Donc clairement, là on a des boîtiers frères sur ce domaine-là.
Tout ce qui est, point, environnement de l'autofocus, on avait le même système à 51 points. Il y a une petite nuance quand même, c'est que sur un plein format, en réalité, les points sont étalés sur ça de large, alors que sur la PSC, ils vont quasiment jusqu'au bord. Donc ça veut dire que pour positionner votre point, vous avez un petit peu plus de latitude avec le boîtier, le D500, que vous n'en avez avec le D5. Après, quand je dis que vous avez un peu plus de latitude, sur le D5, ça marche bien quand même, parce que quand vous mettez votre point à l'extrême, voilà, vous êtes bien situé, votre extrême est assez avantageux. Voilà. Par contre, effectivement, c'est vrai qu'avec un D500, on a l'impression d'avoir cette espèce d'aisance en plus. Alors, c'est pas inintéressant. Je vous cache pas que, pareil, pendant la séance d'essai, j'étais un petit peu agréablement surpris par cette possibilité de pouvoir aller à l'extrême, même si j'avoue que sur cette session que j'ai faite, je ne l'ai pas utilisée véritablement. Sa rafale, on peut la pousser à 10 images par seconde, ce qui est très bien pour la photo d'action. Son frère, le D5, lui, c'était 12. Évidemment, il fallait justifier un produit un peu plus haut de gamme, donc il fallait qu'il y ait un petit écart. Mais 10 images par seconde pour le D500, c'est extrêmement bien pour le type d'usage auquel on est susceptible de le destiner. Et puis en vidéo, alors moi je vais surtout pas recommander des réflexes pour faire de la vidéo. À mon avis, il y a des outils qui sont plus avantageux que ça et conçus pour ça. En l'occurrence, le D500 proposait de la Full HD à 60 images secondes maximum ou de la 4K en 30 images par seconde ou 25 pour ceux qui vont rester dans la norme européenne. Bon, Full HD, 4K sur un boîtier réflexe, moi je vous le conseille pas, mais bon, voilà, ce boîtier est capable de faire un petit peu de vidéo, éventuellement en dépannage. Ce qui m'ennuie dans les réflexes pour faire de la vidéo, c'est tout simplement que, en réalité, vous êtes en full manuel. Donc le full manuel pour la vidéo, ça convient bien à des gens qui ont l'habitude de travailler comme ça, tels que le sont les vrais vidéastes qui savent travailler en full manuel, qui souvent ne travaillent que comme ça en réalité. Donc là, évidemment, ça ne les gênera pas. Par contre, un photographe qui veut se dépanner, c'est-à-dire activer une fonction vidéo, faire les choses simplement et rapidement, en réalité, ben, ça va le gêner. Parce qu'il va vouloir toucher à l'automate, enfin il va vouloir se mettre en semi-automatique, c'est-à-dire utiliser une expo manuelle avec une mise au point automatique, et là du coup ça marche pas sur réflexe. Tout au moins ça marche pas suffisamment bien pour être fiable et faire des choses propres. Donc là en l'occurrence vidéo oui, mais je vous le déconseille. À l'époque c'était un boîtier qui était vendu 2000 €, aujourd'hui en occasion on le trouve entre 800 et 900 € pour un exemplaire en bon état. Donc c'est pour ce que c'est capable de faire, c'est bradé, enfin de mon point de vue. Et justement, on va y venir. Quels sont les points faibles de ce D500 pour commencer? Alors, point faible, pour moi, il en a un, mais juste un seul, hormis le sujet sur la vidéo qu'on va écarter. Ce point faible, c'est éventuellement une tolérance optique moyenne, puisqu'avec 20 millions de pixels dans un petit capteur APS-C, vous doutez bien que la densité, la finesse des photosites est telle que il faut des optiques assez bonnes quand même pour que ça reste bien piqué. Donc ça veut dire que le champ, le parc optique que vous pouvez utiliser avec ça va tout de suite être plus exigeant et plus limité. Maintenant, les points forts de ce boîtier. On l'a dit, il est solidement construit comme un pro. On a un capteur APS-C qui est très performant dans sa catégorie. On a un autofocus qui est celui du monobloc de la même gamme, de la même génération. Donc ça, c'est du jamais vu dans cette catégorie-là, hein. Et puis, on a une très très bonne rafale. Donc ça en fait en fait non pas un boîtier semi-professionnel, mais un boîtier professionnel, tout simplement. C'est-à-dire que quand on a dit que ce boîtier était le frère APS-C du Nikon D5, en réalité, ça n'est absolument pas galvaudé. On a un excellent APS-C et je me permets même de vous dire que c'est clairement le meilleur réflexe APS-C qui ait jamais été proposé sur le marché par toutes les marques confondues. Là, clairement, le D500, on peut le qualifier de petite légende parce parce qu'ils ont tout mis dedans, tout simplement. Et ils nous ont fait un boîtier pro qui n'est pas monobloc, quoi. Voilà. Donc pour les amateurs APS-C, c'est absolument génial. Alors, à quel usage on peut destiner un D500? Moi, je le destinerais à l'animalier, parce que tous ceux qui veulent pouvoir utiliser du 400 mm en 600 mm, il faut un APS-C, et avec cet APS-C là en particulier,
vous allez être sacrément avantagé. Il va être intéressant pour tous ceux qui font de la montagne, et de la photo animalière en montagne en particulier, parce que pareil, vous voulez alléger, donc évidemment, vaut mieux ça qu'un D5, et il vaut mieux un 400 mm qu'un vrai 600 mm, etc., etc. Donc c'est là que le D500, avec sa qualité de construction et sa qualité de capteur APS-C, va pouvoir vous donner un avantage substantiel. Et puis il va être intéressant en reportage aussi parce que tout simplement il est très très performant en AF, donc ça veut dire que si vous faites de la street, si vous faites du mariage, etc., il répond. Voilà, il peut même répondre en portrait. Il a le meilleur AF de sa génération, donc il n'y a pas de limite, si je puis dire. Et il va être bon dans bien d'autres activités, puisque avec une dynamique de capteur qui flirte avec les 14 IL, vous êtes dans les meilleurs de ce qui se faisait à l'époque. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat, en fait, hein. On a vraiment un excellent boîtier. Je pense que j'ai rarement été aussi élogieux à l'égard d'un boîtier, en particulier d'un boîtier APS-C. Alors maintenant, évidemment, comme j'en ai la coutume, hein, je vais comparer ce Nikon D500, l'investissement potentiel qu'il représente, avec d'autres investissements que vous pourriez faire à peu près dans la même gamme de prix. Et puis on va se demander, est-ce que c'est mieux ou pas de prendre le D500 ou de prendre les alternatives que je vais vous proposer. La première alternative que je vais vous proposer, c'est le Nikon D810. Alors là encore un boîtier que j'aime bien, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le Nikon D810. Un boîtier que j'aime bien parce que je l'ai eu pendant de nombreuses années. C'est aussi un boîtier avec lequel j'ai fait pas mal de mes résultats de concours, donc forcément j'ai un certain affect avec ce boîtier. Et puis surtout, c'est un boîtier qui se vend en occasion aujourd'hui à peu près 800 balles. Donc clairement, on est à peu près dans la même gamme que le D500. Alors le D810 c'est quoi? C'est un plein format, c'est pareil, c'est un semi-pro avec la même qualité de construction, c'est un 36 millions de pixels, donc là on a du pixel à gogo, à plus savoir quoi en faire. Question de tolérance optique, évidemment, il y a la même faille qu'avec celui-ci, il faut faire attention, on ne peut pas monter n'importe quoi. En ISO, il va de 64 000 à 12 800, c'est très respectable, mais dans les faits, il est exploitable jusqu'à 3002, 6004, hein, même discours qu'avec le D500, suivant votre tolérance au bruit et le logiciel que vous utilisez, ça donnera pas la même chose. Son autofocus n'était pas le même, c'est pas la même génération, c'était -2 à +19 IL en termes de sensibilité de détection. Il y avait le système à 51 points déjà à l'époque, qui était évidemment très bon, mais évidemment un petit peu moins sensible que celui du D500. La rafale du D810, c'était 5 images par seconde. Donc là, il a la moitié moins, on parle pas de la même chose, et on sent que c'est pas un boîtier qui était pensé, enfin tout au moins destiné d'office à faire de la photo d'action, de sport ou de l'animalier. En vidéo, il a de la Full HD 60, même discours, de toute façon, réflexe pour faire de la vidéo, je suis pas pour, j'encourage pas ça. En neuf, il était vendu 3500 €, c'était pas mal. Aujourd'hui, donc 800 balles en occasion, ce qui me fait dire qu'il est bradé. Profitez-en. La disponibilité du D800 est moyenne, alors que celle du D500 est très faible. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous amener à préférer le D810? Eh bien, D810 c'est plein format, ce qui veut dire que pour utiliser des grands angles par exemple, il est plus avantageux parce qu'il ne va pas vous cropper le champ. Donc ça c'est un fait, si vous êtes utilisateur grand angle, moi je vous inciterais plutôt à aller sur D810 que sur D500. Et puis vous avez l'attrait du million de pixels, 36 millions de pixels, c'est tout à fait séduisant. Moi je vous inciterais à ne pas en faire un critère de choix, sauf si vous avez un ordi qui rame, mais encore un ordi ça se change. Mais voilà, pour moi, ce qui fait la qualité du D810, c'est pas ces millions de pixels, ce serait plutôt sa dynamique, parce qu'avec 14,76 de dynamique à 100 ISO, comment dire? J'ai fait beaucoup de photos de paysage avec, et là, c'est un réel avantage, en particulier pour la photo de paysage. Donc j'ai envie de dire, voilà, les qualités du 810, c'est son plein format, sa qualité de construction, sa dynamique. Pour le reste,
Voilà, le D500, soit il fait aussi bien, soit il fait mieux, en particulier sur la Rafale. Alors, deuxième sujet de comparaison avec ce Nikon D500, ben, le Nikon D4S, encore un boîtier avec lequel j'ai un certain affect, puisque c'est un des boîtiers que j'ai eu pendant longtemps avant de passer sur D5, et encore même quand j'avais le D5, j'avais en second boîtier, ou troisième boîtier, ça dépend par rapport au D810, lequel avait la primauté. C'était un boîtier que j'ai gardé longtemps et beaucoup pratiqué, et dans lequel je reconnais beaucoup d'efficacité et de qualité. C'est un réflexe plein format, c'était un 16 millions de pixels, et en dépit de ça, eh bien, on travaillait extrêmement bien, on était à l'aise en termes de composition avec le D4S, donc c'est un boîtier vers lequel il ne faut pas avoir peur d'aller, parce qu'aujourd'hui on se dit, ah, s'il n'y a pas au moins 24 millions de pixels, j'y vais pas. Non, au contraire, hein, le D4S marche très très bien, il ne faut pas avoir peur, évidemment il faut être un petit peu rigoureux à la composition, mais ça marche très très bien. Puis je vous envoie ma vidéo sur la définition. Je vous ai fait un sujet là-dessus pour bien situer les limites de ce qui est vraiment utile, de ce qui est du confort et de ce qui est carrément superflu. Donc je vous la remets en lien. D'ailleurs, tout ce que j'évoque, toutes les vidéos que j'ai fait précédemment que j'évoque, je vous les mets en lien dans la description pour que vous puissiez les checker plus facilement. Puisque aujourd'hui les fiches, Google, pas Google, YouTube a changé les modalités des fiches. Et aujourd'hui, il vaut mieux qu'on vous mette les liens dans les descriptions plutôt qu'en fiches, parce que ça marche mieux. Donc un 16 millions de pixels qui fonctionne très bien, avec une montée en ISO de 100 à 12 800 ISO. Il était bon jusqu'à 12 000 ISO, ouais, on l'exploitait bien jusqu'à 12 000 ISO, clairement. Après, ça dépend de votre tolérance au bruit, mais c'était un boîtier très très efficace sur l'ISO. Son autofocus, c'est la même génération que le D810, hein, donc on retrouve du -2, +19 en termes de sensibilité. Le même système à 51 points, où on pouvait bien positionner son point suivant ce qui nous arrangeait, extrêmement efficace, percutant. Une rafale à 12 images par seconde, donc là on a un boîtier taillé pour l'action. On a de la vidéo à 60 images par seconde, mais alors encore une fois, je vais tacler, c'est pas forcément pour un photographe qui veut se dépanner en vidéo, c'est pas vers ça que je vais vous orienter. Et à l'époque, en neuf, il était vendu 6 500 €. Aujourd'hui, on arrive à le toucher entre 8 et 900 €, en gros, des fois un petit peu plus, ça dépend de l'état dans lequel il est. Évidemment, pour ce qu'il est capable de faire, c'est bradé, on va pas encore se le répéter. Le D4S, c'est un boîtier qui va intéresser qui? Qui va intéresser tous les gens qui font du reportage, il était taillé pour ça, il marchait très bien pour ça. Les photographes animaliers, pouvoir l'exploiter avantageusement, c'est-à-dire ce que je faisais à l'époque où je l'avais, hein. Je l'avais acheté que pour ça, pratiquement. Donc il fonctionne très bien cet usage, la photo de sport naturellement. Pour le paysage, il serait peut-être un petit peu moins intéressant que le D810, il a une dynamique de 13-31, donc ça veut dire que c'est pas pareil, on joue pas dans la même cour par rapport au D810 pour les paysagistes. Donc vous voyez, paysagiste, vous orienterez plus vers un D810. Que vers un D4S. Par contre, pour les photographes animaliers, il n'y a pas photo, le Nikon D4S, c'est très très pertinent. Par contre, évidemment, comme c'est un plein format, vous n'allez pas pouvoir détourner un 400 mm en 600 mm. Là, il vous faut du vrai 600 mm. Et c'est beaucoup plus lourd, et à la fois en investissement et en poids. Alors, troisième exemple dont il faut parler dans ce comparatif, dans la même gamme de prix à peu près, que le D500, vous avez le Z6, donc là du coup on est en hybride, plein format, en 24 millions de pixels, donc ça c'est séduisant mais pas indispensable, hein, je vous renvoie à ma vidéo sur la définition. On a un boîtier qui va de 100 ISO à 51 200, qui marche bien jusqu'à 12 800 ISO, un Bicose plein format est toujours plus à l'aise sur les ISO. Donc ça veut dire on a quand même un très très bon capteur sur le Z9, le Z6 pardon, lapsus révélateur. La détection de l'autofocus elle est de -2 à +19 IL, donc on n'est pas du tout dans le même scénario qu'ici, hein, même si c'est un hybride. Il a une détection qui est moins performante. Et par contre, il a une rafale à 12 images par seconde, lui, une rafale à 10. Alors, ces 2 images,
enfin moi je vous inciterai pas à faire votre choix sur cette base-là. Si vous prenez un Z9, c'est plus pour passer dans l'univers de l'hybride, hein, et être tout de suite dans l'hybride, et être en plein format. Alors que si vous souhaitez être dans le monde de l'APS-C avec un APS-C qui est une bombe, il vaudrait mieux plutôt prendre celui-ci. Par contre, le Z9 étant un outil optimisé pour la vidéo, il va avoir de la Full HD 120 et de la 4K 30. Donc là, on a un vrai outil vidéo. Voyez, donc si vous voulez avoir un moyen vidéo un petit peu sérieux, si je puis dire, et un minimum polyvalent, vaut mieux passer en Z9, en hybride d'une façon générale, plutôt que d'aller chercher des réflexes. Donc quand il était neuf, le Z6, c'était 2500 euros. Aujourd'hui, en occasion, c'est aux alentours de 1000 euros. Donc c'est peut-être un petit peu plus cher qu'un D500, mais par contre, voilà, vous avez cette espèce de polyvalence où votre boîtier, d'une part, il est plein format, avec capacité de plein format, en particulier sur l'ISO, et puis il a une capacité vidéo qui est un peu plus sérieuse que feu les réflexes. Voilà, les réflexes, il n'y a rien à faire, ce sont des réflexes auxquels on a ajouté une fonction vidéo, et en aucun cas des machines qui ont été pensées pour faire de la vidéo. Alors pour conclure, je ne peux pas ne pas dire un petit mot sur le D5, puisque j'ai pas cessé de comparer ce D500 avec le D5. Le D5, donc c'était un 20 millions de pixels, il montait jusqu'à 102 000 ISO, ce qui était complètement stratosphérique. Il avait une dynamique de presque 13 IL, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est pas grave. Et donc il était un petit peu moins bon dynamique que le D500. Par contre, finalement, son atout, hein, c'était d'être plein format, c'était toujours le même discours sur les pleins formats. Quand vous utilisez des petites focales, des grands angles en particulier, vous êtes avantagé parce qu'ils vous les croppent pas et vous avez le vrai grand angle du grand angle. Donc ça, pour tous ceux qui font autre chose que de l'animalier et du téléobjectif, c'est un atout considérable. Autre atout du D5, c'est que c'est un monobloc, donc il avait l'ergonomie verticale avec sa poignée intégrée. En l'occurrence, le D500, vous pouvez le booster et lui donner une ergonomie de monobloc, hein, en achetant le grip. Il avait, alors ça j'ai oublié de le dire d'ailleurs dans la partie sur le D500, les monoblocs ont des batteries spécifiques qui ont plus de capacité de charge. Et en l'occurrence, le D500, pendant les tests, là, la batterie a pris des claques. Des grosses claques, ce qui me fait dire que si vous achetez un D500, il vous faut au moins 2 batteries de secours, parce que ça descend très très vite. Et encore, j'ai pas utilisé la stabilisation, on m'a prêté un 500 mm. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le 500 mm. On m'a prêté un 500 mm, j'ai pas engagé la stabilisation parce que j'aurais explosé la batterie. Donc attention, hein, là-dessus, avec le D500, il vous faut voilà, au moins une batterie de secours, et moi je dirais 2, pour pas être dans l'embarras vite fait, bien fait. Alors le mot de la fin sur ce D500, pour en gros 1000 euros, 900 000 euros, pour moi c'est bradé. Le meilleur réflexe APS-C de l'histoire de la photo, à moins de 1000 balles, non, c'est bradé. Au-delà de la plaisanterie, si c'est le boîtier qui vous fait rêver, n'hésitez pas, allez-y, moi je vous le recommande. D'autant que j'ai été un heureux possesseur de Nikon D5, hein, donc de son grand frère plein format. Et clairement, pendant le test, j'ai retrouvé les sensations que j'avais sur D5 en termes d'autofocus. Donc là, il n'y a pas à hésiter. Allez-y en pleine confiance. C'est un boîtier, je pense qu'à l'époque, si je l'avais eu, j'aurais vraiment aimé travailler avec lui. Je l'aurais probablement beaucoup sorti. Là, cet exemplaire, c'est un exemplaire d'occasion qu'on m'a prêté. Alors, celui-ci, il est proposé à 790 euros. Autant dire que c'est bradé. À mon avis, quand la vidéo sortira, ils l'auront déjà vendu. D'ailleurs, c'est pas sûr que je leur rende en fait. Parce que maintenant que je vous ai dit qu'il est bien, j'ai peut-être intérêt à le garder. D'ailleurs, on remerciera Déclic 17, hein, puisque c'est grâce à eux que je fais la vidéo. C'est grâce à eux que j'ai aussi le 500 mm PF que j'ai testé et dont je vais vous faire une vidéo très prochainement pour vous en parler. Le D500 que tu m'as prêté, c'est grave si je le rends pas. Ah, je savais qu'un jour tu regretterais Nikon. On salue Déclic 17 et on les remercie pour cette collaboration.
Et puis, je vais vous inciter à vous abonner, puisque c'est grâce à ça que la chaîne vit, grâce à vos commentaires aussi, à vos partages. Et puis, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, hein, voilà, parce que ben, moi, je fais ça pour le plaisir, je m'amuse. Et évidemment, si c'est ce qui est le jeu, c'est que le plaisir soit partagé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à écouter mon retour d'expérience sur Nikon D5. J'espère que ça vous aidera dans vos choix. Et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Faites des photos en APS-C ou pas. Et au plaisir.